bonsoir et bienvenue. Situation en Palestine, intelligence artificielle, émergence de nouveaux courants de pensée, divergence interne, le monde musulman est dans tous ses états. Ce soir donc, le Point reçoit un de ses intellectuels les plus avisés, Tariq Ramadan, professeur émérite d'études islamiques à l'université d'Oxford en Angleterre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Oui, je rappelle que vous êtes professeur d'études émérite, disons, d'études islamiques à l'université d'Oxford en Angleterre. Vous êtes en fin de séjour au Sénégal. Ce pays, vous connaissez, c'est pour vous quoi, une source d'inspiration, passage obligé? Écoutez, d'abord, ce pays, c'est un pays que j'aime beaucoup, que j'ai visité pour la première fois il y a plus de 40 ans, 43 ans en fait, et avec lequel j'ai toujours eu des relations. D'abord des relations de cœur, parce que il y avait des gens que j'aimais beaucoup depuis très longtemps, des amis d'enfance, et puis ensuite le pays lui-même, la religion, la spiritualité. Et puis au gré de mon engagement, j'y ai rencontré des personnes qui me sont très chères et après je suis revenu plusieurs fois. Une personne que j'ai beaucoup appréciée, c'est Serine Babacar Mbo, qui a été un frère de Ruth Dundem, exactement, avec qui on a fait un projet humanitaire et je suis resté en lien avec lui pendant sa vie, au-delà de sa vie, avec sa famille. Et vous étiez reçu par le khalife général des Mourides, ça aussi c'est un autre temps fort de votre séjour au Sénégal. Tout à fait, parce que d'abord mon lien, ce que j'ai toujours voulu en venant au Sénégal, c'est d'être ouvert à toutes les traditions, à toutes les tendances. Pour moi, l'islam il est un, mais il y a plusieurs courants, il y a des traditions soufis qui sont multiples, il y a la tradition Mouride, il y a la tradition Tidjane, il y a d'autres traditions, et puis il y a des personnes qui sont plutôt littéralistes, d'autres qui sont plutôt réformistes. Et l'islam est un, mais les musulmans sont divers, et les compréhensions sont diverses. Et ça, dans notre histoire, c'est très important de le rappeler. Il faudrait que les musulmanes et les musulmans, au lieu de parler tout le temps de ce qui divise ces Corans, reviennent à ce qui les unit. Et ce qui les unit, c'est extrêmement simple. Dieu est un. La voie, elle est claire, et la finalité, c'est de lui plaire. Et dans ça, comment vous voyez un peu l'islam au Sénégal avec ses confréries, ses familles qui vivent en parfaite harmonie? Alors, écoutez, ce qui est très très important, c'est qu'au monde, le Sénégal, et même d'ailleurs pas simplement au monde occidental, mais même au monde majoritairement musulman, le Sénégal, depuis longtemps, a une tradition qui montre la diversité, le respect. Ça n'a pas toujours été facile, d'ailleurs, parce qu'il y a eu des moments difficiles dans l'histoire sénégalaise, et que ce soit religieux ou politique. Mais sur le plan de la diversité, ça a été... ce sont des enseignements qui sont importants et qui disent deux choses aux musulmans. D'abord, si la langue de l'islam c'est l'arabe, les arabes n'ont pas le monopole de la religion musulmane. Et donc, pour la tradition africaine, subsaharienne, sénégalaise, c'est important de montrer qu'on peut porter le message de l'arabe. Et donc, de ce point de vue-là, le nombre d'arabisants et d'arabophones dans ce pays est absolument phénoménal. C'est-à-dire, il y a un degré de maîtrise de la langue. Donc, le Wolof, qui est la langue nationale qu'il faut chérir, l'arabe qu'il faut entretenir et aimer, et puis même la langue française que nous parlons aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, le Sénégal a cette longue tradition. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que rien jamais n'est acquis et que pour rester dans l'équilibre et l'harmonie, ça se travaille. Permanente, il faut travailler, un travail décisif qu'il faut. Exactement. Exactement. Et ça, le Sénégal peut le verser dans la corbeille universelle de l'islam, ce modèle sénégalais. Vous êtes d'avis qu'il nous faut peut-être une lecture de l'islam et de ce qu'on peut offrir comme valeur, mais qui soit ancré dans nos traditions. Tout à fait. Alors il y a deux choses qui sont importantes, c'est-à-dire que vous avez fait référence tout à l'heure à ma visite à Touba, une ville dans laquelle quand vous entrez, vous sentez qu'il y a quelque chose, et puis la rencontre avec le khalife a été aussi un moment important. Parce que ce qui est important, c'est que lui et moi et tous ceux qui sont venus, nous avons un fondement qui est la foi en un Dieu unique. On a un chemin, c'est celle qui suit le prophète de l'islam. Et donc on a une voie islamique qui est une pour tout le monde. Et à partir de cela, il y a la tradition qui est la tradition strictement sénégalaise, la culture, la langue. Et nous n'avons pas à demander aux Africains ou à l'islam qui est vécu dans l'Afrique subsaharienne de s'arabiser. On maîtrise la langue, certes, mais ensuite il faut reconnaître ce terreau-là. Et ce qui est important, c'est que même les Arabes, même ceux qui vivent en Occident, moi je vis en Occident aujourd'hui, nous devons tirer des enseignements de toute expérience historique qui, avec le même fondement, a rappelé deux choses.
La première des choses, c'est que notre foi en Dieu, elle nous dit d'abord, occupe-toi de ton cœur avant de t'occuper des actes des autres. C'est-à-dire prendre, et ça c'est la tradition mystique, mais c'est la tradition islamique. En fait, ce soufisme-là, c'est l'islam. C'est-à-dire, il faut s'occuper de son intériorité, il faut s'éduquer. Ça, c'est la première des choses. Et l'éducation, elle doit toujours être utile pour tous ceux qui sont autour. C'est-à-dire, il doit y avoir un rayonnement. Et quand je vais à Touba, quand je vais dans la campagne ou dans les régions les plus éloignées des villes, même que ce soit les villes aussi au Sénégal, ce dont on s'aperçoit, c'est que tout ceci doit rayonner dans la solidarité, dans l'amour et dans le respect. Ça, ce sont des enseignements qui sont importants. Il ne faut pas les idéaliser, il faut comprendre que les défis de la société sénégalaise aujourd'hui sont extrêmement nombreux sur le plan social parce qu'il y a des pauvres, sur le plan économique parce qu'il y a de la corruption, sur le plan politique parce qu'il faut de la transparence démocratique et il faut qu'elle continue. Tout ça, ce sont des défis qui sont extrêmement importants. Donc, jamais personne sur la Terre ne doit se reposer sur ses lauriers. Oui. Et on ne doit pas se reposer sur nos lauriers, mais surtout pour l'Afrique, pour le Sénégal, il faut que des élites puissent porter ce message-là et pouvoir s'imposer sur... Alors, ce qui est extrêmement important, c'est que les élites, il faut reconnaître que vous avez au Sénégal des intellectuels, des femmes et des hommes, qui ont atteint un niveau dans la compréhension des langues, dans l'acquisition des diplômes, dans le savoir-faire, que ce soit dans le domaine des différents domaines, que ce soit l'arabe, les sciences humaines, l'informatique, la communication, les médias. Vous avez atteint un haut niveau. Et cette élite-là, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut qu'elle comprenne une chose. Dès que l'on a compris que le but, c'est pas uniquement le titre, le salaire et la réputation, mais de servir le bien. Il faut qu'elle se rende compte que ce savoir-faire, il faut le donner, il faut le rendre au peuple. C'est-à-dire que l'université n'est université que si elle sert la cité. L'élite n'est élite que si elle sert le commun des hommes et le plus pauvre. Ça, c'est le plus important, il faut le rappeler. Le commun des hommes, mais surtout le commun des musulmans. On voit que malgré notre poids dans l'islam aujourd'hui, on a du mal, je parlais de l'Afrique, à s'imposer sur la scène internationale, là où les questions islamiques se règlent. Par exemple, c'est la question palestinienne, on n'entend pas l'Afrique, on n'entend pas l'islam Alors, je suis assez d'accord, je suis moyennement d'accord avec vous. C'est pas vrai. On n'entend pas suffisamment certains gouvernements, mais on entend les peuples. Les peuples dans toute l'Afrique, ils savent très bien ce qui est en train de se passer. Ils savent que c'est un génocide. Ils savent qu'il y a un massacre. Ils savent que les pouvoirs se taisent, et en particulier les pouvoirs occidentaux. Parce que la couverture médiatique en Occident sur ce qui est en train de se passer est absolument phénoménale. C'est-à-dire qu'on voit un génocide en direct et personne n'en parle. Et les peuples le savent. Mais je dirais même pas simplement les peuples africains. Vous allez aux États-Unis et les peuples réagissent. Vous allez en Europe, les peuples le savent. Le monde entier le sait. Donc on a aujourd'hui des gouvernements qui ont des intérêts très précis, des influences, et qui ont des intérêts économiques et qui se taisent. À nous aujourd'hui de faire comprendre que par dignité spirituelle, intellectuelle et sociale, nous ne lâcherons rien et que nous dirons, et ça c'est aussi extrêmement important, nous dirons ce que nous avons dû dire au Rwanda quand il y avait un massacre en 94, ce que nous devons dire aujourd'hui en Palestine, ce que nous devons dire en RDC, ce que nous devons dire sur toutes les situations où il y a des victimes, parce qu'à l'heure où on parle aussi, on a le Soudan, on a le Pakistan, on a... Même en Chine, on a des centres de rééducation, et en Chine et en Syrie également. Donc il faut que la conscience ne soit pas une conscience africaine qui ne veut sauver que les Africains, mais une conscience africaine humaine qui est une voix pour parler de l'humanité entière. Et s'il y a un continent qui doit faire entendre sa voix aujourd'hui en disant nous sommes tous égaux, c'est le continent africain. Non pas le continent des Noirs qui ne parle que des Noirs, mais le continent des Noirs qui rappelle aux Blancs que nous parlons de tous. Et qui plus est, le Sénégal qui peut faire office de modèle quand même en termes de tolérance, de vivre ensemble. Alors,
Moi, j'irais même plus loin que simplement la tolérance. Je dirais que, en termes de respect mutuel, parce que vous n'êtes pas uniquement une société majoritairement musulmane, vous êtes une société où il y a des chrétiens, il y a même des personnes qui n'ont pas de foi, et vous réussissez à vivre en bonne intelligence. Donc, toutes les expériences. Et ça, c'est ce qui est important. Quelqu'un qui est éduqué n'est pas éduqué uniquement sur ce qui se passe dans son pays, mais il étudie ce qui se passe ailleurs. Et il serait bon que d'autres pays sachent ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe dans d'autres pays, pour en tirer les meilleurs enseignements. C'est là où je dis quand même que des autorités comme le Khalife général des Mourides, par exemple, aujourd'hui, pouvaient peut-être faire entendre sa voix sur cette question israélienne, ou même aller se mettre carrément en médiateur, offrir ce que le Sénégal a de alors vous avez raison que, encore une fois, les voix des savants religieux, les voix de tous doivent, de ce point de vue, chaque fois qu'elles le peuvent, faire entendre avec sagesse la voix de la raison. Et de dire qu'une vie humaine vaut une vie humaine, parce que ce qui nous est enseigné dans le Coran, c'est que qui tue un homme, c'est comme s'il tuait injustement un homme, c'est comme s'il tuait l'humanité entière. Et donc, on a des voix de religieux qui font entendre. Et il faut en même temps que la voix d'ici fasse entendre qu'on ne peut pas admettre qu'aujourd'hui il y ait des massacres dans le silence de l'humanité. Donc, mais c'est aussi à nous, de là où nous sommes, de faire entendre à nos représentants religieux qu'il faut qu'ils puissent traduire dans la sagesse et dans la justice la voix des peuples. Alors il y en a autour de ces savants qui le font, ce travail-là, mais encore une fois, la voix des religieux, c'est de réveiller la conscience religieuse pour la justice. Mais il faut qu'on aille plus loin que ceci, que ce soit les peuples, que ce soit les gouvernements, que ce soit les gouvernements. Et vous savez, de ce point de vue, le pays qui a montré la voie au-delà même des pays arabes et des pays occidentaux, c'est l'Afrique du Sud. À un moment donné, ils ont dit on va aller jusqu'à la Cour internationale de justice et on va dire ce qui est la vérité. Ils ont plus de vision exactement. On l'a dit aujourd'hui en Palestine, les Palestiniens meurent par centaines. Hein. On l'a dit, c'est un nettoyage ethnique qui est en cours, des populations affamées. Comment vous analysez cette situation ? Écoutez, c'est une situation qui est complexe. Ilan Pappé, qui est un historien israélien qui fait partie des nouveaux historiens, a mis en évidence ce dont vous parlez, un génocide ethnique, mais un nettoyage ethnique qui date des années 40. Aujourd'hui, on assiste, comme le dit la Cour internationale de justice, à quelque chose qui est similaire à un génocide, la volonté d'éradiquer une population, de la déplacer. Tout de suite après le 7 octobre, on nous a annoncé, le Premier ministre israélien, que ça allait durer longtemps et que ça allait être extrêmement dur. Personne n'aurait pu prévoir ce qui est en train de se passer, parce que ce ne sont pas des centaines de morts ou des milliers de morts. Aujourd'hui, au bas mot, il y a 100 000 morts, et ce que sont les comptes des organisations internationales, c'est qu'on a dépassé sans doute les 200 000 morts, avec en plus 1,5 million de déplacés qu'on déplace encore. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, on est en train encore de massacrer des innocents, de faire tomber des bombes sur des hôpitaux, et on fait quelque chose qui est absolument opposé à l'ensemble de tout ce que sont les conventions internationales, les conventions de Genève. On crée une famine à l'intérieur de Gaza en empêchant la nourriture de venir, et on tue des journalistes, et on torture des médecins. C'est absolument effroyable ce qui se passe. Et le monde se tait, et les gouvernements se taisent, et personne n'ose dire... Enfin, les gouvernements occidentaux et les médias se taisent. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la volonté d'Israël, c'est qu'il n'y ait ni paix, ni reconnaissance des droits palestiniens. Et quand on dit qu'on était dans un processus de paix entre deux États, en fait, ce qui se révèle devant nos yeux aujourd'hui, c'est que les gouvernements successifs en Israël ne veulent ni paix, ni reconnaissance des Palestiniens, et qu'ils les déshumanisent devant nos yeux. Ils les traitent d'animaux, ils les traitent comme moins que rien du tout. On voit ces images, hein, des gens qui se bagarrent pour... oui, puis en plus ils l'ont dit, ils ont dit on va montrer à ces animaux humains. Et donc il y a dans le pays, il n'y a même pas d'innocents, ce sont tous ils frappent un hôpital et puis ils disent ah ben dessous il y avait des terroristes, et puis ça justifie le pire. Et dans le même temps, Trump le président des États-Unis qui envisage un plan de paix disant qu'il veut transformer Gaza en Riviera en transférant les populations de Gaza. Ça aussi, c'est... Exactement.
Ce que vous dites là est important, mais vous m'aviez posé la question tout à l'heure, comment j'interprète ce qui se passait. Et vous savez, vient un jour où il faut avoir de la lucidité, regarder les choses en face. On pensait pendant longtemps, on a pu penser pendant longtemps, qu'en fait, c'est les États-Unis qui dictaient à Israël ce qu'il devait faire. En fait, on s'aperçoit que c'est exactement le contraire. C'est qu'en fait, c'est Israël qui décide et Trump qui dit, qui suit. Et les Européens, c'est la même chose. Donc pour vous, c'est un plan mûrement réfléchi par Israël, ce plan de non, mais bien sûr, grand remplacement, disons. Mais c'est même pire que ceci, c'est-à-dire que, je veux dire qu'ils ont commencé à détruire. Tout à coup, Trump dit, on va transformer ça en Riviera, puis eux, ils appliquent. Et ils disent juste, on fait ce que lui, il a dit. Non, vous aviez commencé avant qu'il le dise, et vous continuez après qu'il le dise. Et donc, de ce point de vue, vous ne pouvez pas être président des États-Unis si vous n'avez pas le soutien du lobby pro-sioniste aux États-Unis. C'est la même chose dans beaucoup de pays européens. Et ce que nous révèle ce qui est en train de se passer, c'est que finalement, Netanyahou, il a peur de personne. Et il le dit lui-même. C'est là où il faut l'écouter. Pourquoi il fait ce qu'il veut. Et il dit de toute façon, ils ne vont pas réagir. Ils vont rien faire. La résultat, 84 résolutions des Nations Unies non respectées et personne n'intervient. Pas un boycott sur les armes après tout ce qui se passe. Et le monde musulman dans tout ça, on voit que le soutien à la Palestine est assez timide. On n'est pas dans la même approche ici. Votre question, elle est essentielle. Parce qu'on peut passer son temps à blâmer l'Occident, les États-Unis, l'Europe, et puis on en oublie les principaux responsables. Les premiers lâches, ceux qui ont délaissé les Palestiniens, ce sont les États arabes. Et pas les peuples, parce que les peuples aimeraient pouvoir manifester, ils aimeraient descendre, mais ils sont dans l'interdiction de le faire. Le système les bloque et dès que vous manifestez, vous vous retrouvez en prison. C'est-à-dire que les dictatures empêchent les peuples de s'exprimer. Et que les gouvernants arabes ont trahi la cause palestinienne. Et ça, il faut le dire, et vous avez raison de le rappeler. Il faut que nous cessions de regarder l'Occident comme le principal responsable de ce qui se passe en Palestine. La lâcheté des Arabes et des gouvernements arabes est la première des causes qui fait qu'aujourd'hui, les Palestiniens sont livrés à l'ennemi. Livrés à l'ennemi, à part les Yémen, hein, où les Houthis quand même soutiennent à la hauteur de moyens. C'est bien, vous avez parfaitement raison d'apporter ces éléments qui sont des éléments de nuance, parce qu'effectivement, le pays qui a manifesté en déstabilisant les parcours commerciaux des bateaux dans la région, c'est les Houthis, qui ont décidé, tant que vous allez traiter les Palestiniens, eh bien nous continuerons à vous cibler. On a ciblé leur aéroport, on a ciblé leurs civils et ils continuent de ce point de vue-là à avoir une position qui est la seule juste. En fait, quelle devrait être la seule juste? Eux, ils ne font qu'avec ce qu'ils ont, parce que c'est pas eux qui fournissent les armes à Israël. Mais la seule attitude qui aurait été juste, c'est boycott économique et militaire à l'endroit d'Israël. C'est pas des milliards qu'on devrait leur donner, c'est pas des armes qu'on devrait leur vendre, on devrait faire le boycott du gouvernement israélien pour pouvoir venir en respect au peuple palestinien. En attendant, ce n'est pas le cas. On voit le Qatar qui abrite les négociations, qui fait ce cadeau au président américain. Finalement, on ne comprend pas ce que l'on veut. Vous avez raison, on comprend pas bien ce qui est, et on voit que les rôles sont distribués de façon bizarre. C'est-à-dire que ils vont à Amman pour discuter de la situation entre l'Iran et les États-Unis. On va en Arabie Saoudite pour discuter de la situation entre l'Irak, l'Ukraine et la Russie. On va au Qatar. C'est comme si les États du Golfe étaient des plateformes qu'on utilisait. Est-ce que tout ça ne passe pas des stratégies de division du monde arabe pour mieux... oui, mais musulman pour mieux mais ce que j'explique là, c'est qu'on les divise comme ceci, on leur donne des rôles particuliers. Ensuite, on les divise et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et dans leur division, il y a forcément manipulation. On le sait. Vous savez, vous, en Afrique, et vous savez au Sénégal, ce que fut la réalité du colon. On l'a fait avec Amadou Bamba, la répression et la division. On l'a fait après, dans les années plus récentes, la colonisation divise pour régner. Eh bien, dans le monde arabe, c'est exactement la même chose. On divise les petits Émirats, on les manipule, on les met les uns contre les autres, on leur donne des rôles spécifiques. Entre-temps, on prend l'argent du pétrole et puis on continue à laisser Israël faire ce qu'elle veut faire. Ouais. Pour vous, le monde musulman, le monde musulman est plus que jamais fragile et vulnérable. Alors oui, encore une fois, je veux dire que vous savez,
il y a des intellectuels, en particulier Malek Benabi, qui disaient « Nous avons été colonisés car nous étions colonisables. Ouais. Nous sommes fragiles parce que nous nous sommes auto-fragilisés. » La réalité, c'est que sur le plan intellectuel, sur le plan économique, sur le plan géostratégique, dans le monde arabe et dans le monde musulman, du Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique, jusqu'au Sénégal, dans tout ce qui concerne la réalité du Grand Sud, la conscience musulmane aurait les moyens de pouvoir renverser les choses pour plus de justice et plus de paix. Le problème, c'est que nous nous auto-fragilisons. Alors, il y a peut-être trois choses qu'il faut dire, parce que dans notre discussion, il faut être très pratique. C'est l'appel aux femmes et aux hommes. Commencez maintenant à cesser d'être des émotifs et à devenir un tout petit peu plus rationnel. Le cours des choses et voir la réalité en face. Exact. Il faut être lucide, il faut changer, il faut s'instruire, il faut s'engager, il faut arrêter de s'exprimer sous anonymat sur les réseaux sociaux en pensant que en insultant le monde, on a trouvé la solution. Aujourd'hui, il faut être pratique et concret, avec beaucoup de sagesse. Occupe-toi de ton éducation, réforme ta famille et sois un agent de bien et de paix dans le monde. Qu'il faut aller jusqu'à changer la terminologie très souvent qu'on utilise ou bien qu'on veut nous faire utiliser pour caractériser telle ou telle autre situation. Alors ça, c'est aussi particulièrement vrai. Le début de l'engagement, avant même d'être dans le pratique, il faut savoir utiliser les mots et les définitions. Et quand on parle d'islam, on ne sait plus aujourd'hui, quand on parle d'islam, si on parle d'islamistes, on nous met des radicaux, etc. Quand on parle de victimes, on parlait tout à l'heure, avant même cette émission, on a eu un petit échange sur ce qui se passe en France, par exemple. L'histoire de Boubacar Sissé qui a été assassiné dans une mosquée. Autrement, on parlerait de terroristes, d'actes antisémites, anti-chrétiens. Exactement. Mais là, on refuse carrément de prononcer le mot anti-musulman. Exactement. Et en plus de ce... Alors, on ne sait pas. Il paraît qu'il n'était pas équilibré psychologiquement. Mais c'est encore pire que ça. Exactement, mais c'est encore pire que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le ministre de l'Intérieur parle de la victime, cet individu, il sait même pas prononcer son nom, il se trompe. Je veux dire, attendez, vous êtes le ministre de la République, vous avez la responsabilité de parler de tous vos concitoyens de façon égalitaire, vous n'avez pas les mots, vous n'avez pas les définitions. Alors c'est à nous de faire ce travail-là. Comme vous l'avez dit, il faut que nous redonnions aux mots leur sens et leur définition. Ça pour vous, c'est une faillite de l'État. L'État a failli en France pour ce cas-ci, ou alors est-ce que c'est... Non, je dirais pas que vous attendiez à une telle considération de cette... Avec ce qui se passe en France, on peut s'attendre à tout aujourd'hui. Pire que ça. Et en fait, c'est pas que c'était particulièrement éloquent, c'est révélateur d'un état d'esprit. Vous savez, la psychologie nous enseigne que selon votre état d'esprit, il y a les mots qui sortent d'une certaine façon. Et donc ça, c'était révélateur. C'était révélateur qu'aujourd'hui, en France, les citoyens français de confession musulmane, même s'ils sont français, sont encore et toujours considérés comme des étrangers. Ça reste encore des individus qui ne sont pas des nôtres. Eh bien, au lieu de se plaindre de ceci, on le fait, on doit se battre pour la justice. À un moment donné, il faut continuer notre travail parce que tous les signes, sur le plan historique, sur le plan démographique, sur le plan de l'intelligence, sur le plan de l'emploi, mettent en évidence que cette population-là, des Français de confession musulmane, qui viennent du Sénégal, qui viennent de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique du Nord ou même d'ailleurs, eh bien, sont en train de montrer qu'ils sont l'avenir de la France aussi et qu'ils lui apporteront une contribution nécessaire et importante. Oui, et comme qui dirait une conspiration contre l'islam et les intellectuels. Et vous-même, vous avez été victime de ce système-là et de toute cette espèce de manipulation. Mais aujourd'hui, on sait que les défis contemporains sont grands. Hein. Le monde est à l'ère de l'intelligence artificielle, vous l'avez dit, il y a l'émergence de nouveaux courants qui déshumanisent, qui fait un peu dans ce qu'on appelle le transhumanisme et le posthumanisme, qui sont déjà dans le monde de demain, des choses qui sont aux antipodes des valeurs islamiques. Comment les musulmans, comment, selon vous, doivent-ils se comporter pour faire face à ces défis qui risquent quand même de fragiliser la religion si on n'y prend garde? Alors les défis sont extrêmement importants sur le plan de l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et moi, je cite souvent Chomsky qui dit l'intelligence artificielle, elle est ni intelligente ni artificielle. Ce sont des moyens que l'on a pour décupler les pouvoirs de production d'un savoir apparent.
Notre résistance à ça, et vous avez raison de le dire, si on ne fait pas attention à ça, ça peut tout fragiliser parce que ça a un pouvoir extrêmement important d'attraction et d'addiction. Vous avez un livre qui s'appelle Le capitalisme addictif. C'est comment on nous met dans une situation de dépendance. Eh bien, il y a 3 choses que nous avons à faire. La première des choses, c'est de revenir à notre cœur et de comprendre que la véritable indépendance, c'est pas une indépendance intellectuelle, c'est une indépendance spirituelle. C'est la paix intérieure qui compte. Regardez tout ce dont vous venez de parler. On ne parle que de troubles. Alors quand tout autour de nous est troublé, à un moment donné, il faut rentrer et chercher la paix intérieure. Cette paix-là, elle se fait pour nous dans la transcendance, elle se fait dans la relation à Dieu. Quand on ne sait plus parler aux hommes, Dieu entend. C'est la résignation, ça? C'est le contraire, c'est le contraire. C'est retrouver la source de la foi. C'est-à-dire la source de cette discussion, de ce dialogue avec Dieu. Et le Coran, quand il nous est révélé, il entre en dialogue avec nous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'avec cette lumière-là, eh bien, essayer de comprendre le monde. Et Abu Bakr al-Siddiq, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, il disait, essayez de comprendre le monde, comprenez. Et dans la compréhension du monde, ensuite, il y a l'action. Et nous, on a une chose. On peut avoir l'impression que tout ça, c'est très, très, très complexe. Mais vous avez dans le Coran une sourate qui vous parle de l'araignée et il vous dit, vous savez, l'araignée, c'est très complexe, mais c'est très fragile. Le monde de la complexité est fragile. En fait, faites attention à l'illusion d'optique. Il se pourrait que ce que vous voyez, l'intelligence artificielle, tout ceci, c'est très compliqué, mais c'est très fragile. Or, votre foi, elle est simple et elle est solide. Il faut s'appuyer sur la solidité de la foi, donc pas sur la fragilité de la toile d'araignée. Vous êtes dans cette réflexion intérieure, là? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous avez parlé tout à l'heure de mes épreuves. Certains ont pu penser que ça m'avait affaibli. Ça n'a fait que ça m'a donné plus de force. Et contrairement à ce que certains pensent, je suis un peu sur les voies de tous ces résistants spirituels, tous les mystiques, Abdelkader, Ahmadou Bamba, tout cela. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient à leur adversaire, mais vous pensez quoi? Vous pensez que votre adversité, c'est ma faiblesse? Mais non, elle est juste l'instrument de ma force. Et vous attendez certainement demain à d'autres crocs en jambes qu'on vous mettrait peut-être sur le Mais toujours, mais c'est un des signes de Dieu. Si on ne vous met pas d'obstacles sur la route, c'est que Dieu vous oublie. Et si Dieu, il vous aime, il vous met à l'épreuve. Et l'épreuve, ça vous permet d'être un meilleur individu. Et ça, c'est vrai individuellement, vous et moi ici, qui sommes autour de cette table, mais c'est vrai pour toute la conscience musulmane. Parce que vous aviez dit, on a des troubles, on se sent vulnérable. Cette vulnérabilité, elle n'est qu'apparente. Et si l'islam fait peur aujourd'hui à tant de personnes à travers le monde, c'est qu'ils en connaissent la force. En tout cas, ils en ont l'intuition. Je vous remercie. Merci à vous. Tariq Ramadan, professeur émérite d'études islamiques à l'Université d'Oxford en Angleterre. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.